3. Merci à vous de nous rejoindre. Hasard du calendrier ou simple coïncidence, Jacob Zuma, président de la République sud-africaine, a choisi ce 29 octobre pour effectuer sa première visite en RDC, 7 ans plus tôt s'organiser en cette même date le deuxième tour des élections présidentielles qui avait vu Joseph Kabila ici à la tête du pays. Occasion pour les deux nations de signer un traité relatif au projet hydraulique d'Inga 3 et juste après la signature de cet accord, les deux chefs d'État ont pris la direction du Palais du Peuple où Jacob Zuma s'est adressé aux députés et sénateurs réunis en congrès. Le président sud-africain a renouvelé le soutien de son pays à la RDC. Suivez ce reportage signé à Limboa. C'est la deuxième fois en moins d'une semaine que le chef de l'État fasse son entrée dans cette salle de congrès du Palais du Peuple. Ce mardi 29 octobre, Joseph Kabila s'est fait accompagner du président sud-africain Jacob Zuma. Quoi de plus normal, le président du pays arc-en-ciel est devant les députés et sénateurs congolais pour une séance académique. Un discours porteur d'espoir et de soutien pour un peuple qui tient à recouvrer la paix dans sa partie Est et à se développer. Je peux dire que c'est le décollage de l'Afrique. Vous savez que l'Afrique est constituée des géants. Les géants, c'est l'Afrique du Sud, les géants, c'est la RDC, les géants, c'est l'Algérie. Maintenant, aujourd'hui, c'est l'Afrique du Sud qui joint la RDC. Et l'effort de ces deux pays vont faire amorcer le décollage de l'Afrique centrale. Nous pouvons dire que Jacob Zuma est venu ici nous informer, nous donner le message que bonjour l'Afrique, bonjour le décollage, bonjour le développement de l'Afrique entière. Les discours du président Zuma viennent de précéder même la force d'intervention et le courage des FARDC sur terrain. Nous avons appris vraiment avec beaucoup de félicitations et beaucoup de courage à l'armée congolaise, le fait qu'ils aient déjà récupéré une grande partie de la population. Jacob Zuma est venu dire aux Congolais et au Congo qu'il était un Congolais en termes de pensée, d'idées, de réactions, de participation et de sentiments de douleur qu'éprouve le peuple congolais. Le président Zuma aujourd'hui a dit trop, c'était trop. C'en était trop avec ce qui arrivait à l'est de la République. Le président Zuma a dit que le temps de la guerre est terminé, maintenant c'est le temps de la paix. Il l'a dit lui-même, trop c'est trop. La paix doit régner maintenant en République démocratique du Congo. Il a pris l'engagement devant le peuple congolais qu'il ne va pas laisser tomber le Congo, qu'il ne va pas laisser le peuple congolais souffrir à l'Est. Je pense que c'est un engagement que nous louons et nous les remercions pour cela. Une adresse qui tombe à point nommé au moment où les forces loyalistes tentent de dénicher les rebelles du mouvement du 23 mars dans leur refuge après leur débâcle. Et puis à la primature, sachez que le Premier ministre a inauguré ce mardi les nouveaux locaux de cette institution réhabilitée qui ont une capacité d'accueil de 147 personnes, des bâtiments portant pour le compte de tous les prédécesseurs les noms de quelques anciens premiers ministres, une façon pour Matata Ponyo d'immortaliser justement ces anciens prédécesseurs. Ces images n'ont rien à voir avec la révolution de la modernité. Des bâtiments qui étaient en proie à l'insalubrité, cédant au manque d'entretien. Et pour mettre fin à ces mauvaises conditions de travail, l'équipe Matata Ponyo s'est dit révolutionner ces lieux en vue non seulement d'offrir un beau cadre de travail propice, mais aussi refléter cette vision de la révolution de la modernité. Quoi qu'on dise, la révolution de la modernité signifie d'autre part la rupture avec certaines méthodes du passé. Il est tout à fait normal que les membres du cabinet du Premier ministre, conformément à cette volonté du chef de l'État d'offrir les conditions confortables à ceux qui travaillent pour l'État, se retrouvent dans des conditions acceptables. Les bâtiments que vous voyez ici ont été réalisés dans un temps record, sur base d'une entreprise recrutée sur un concours compétitif. Notons que ces immeubles et autres réhabilités ont une capacité d'accueil de 147 personnes.
Et pour immortaliser des personnes ayant siégé sur les lieux, quelques bâtiments portent désormais leur nom. Et puis le Premier ministre, avant justement l'inauguration de ces nouveaux bâtiments, c'est ce Premier ministre donc, qui est donc allé accueillir le président de la République sud-africaine à l'aéroport international de Njili, occasion pour les deux nations de signer d'ailleurs un traité relatif au projet hydraulique Dinga 3. Reportage. Sur le tarmac de l'aéroport international de Njili, c'est un comité restreint d'accueil avec à sa tête le Premier ministre qui attend le président sud-africain, Jacob Zuma, qui s'est fait accompagner de son épouse. À plus de 20 km de là, son homologue congolais Joseph Kabila répond au même devoir, celui d'accueillir au Palais de la Nation Jacob Zuma. Le moment est grand puisque ces deux géants d'Afrique signent le traité relatif au projet hydroélectrique République sud-africaine, République démocratique du Congo. Le ministre congolais des ressources hydrauliques et son homologue sud-africain concrétisent ainsi un travail abattu voilà plusieurs mois. L'Afrique du Sud va donc appuyer la RDC dans la construction du barrage Dinga 3, barrage qui pourra desservir toute l'Afrique d'électricité. Un partenariat qui démontre à quel point le duo Afrique du Sud-RDC tient à développer l'Afrique. Pour sa première visite dans le pays de Lumumba, Jacob Zuma a laissé une empreinte avec cet accord. Autre chose à présent, en province, dans le Bas-Congo, le gouvernement provincial, sous l'impulsion du gouverneur Jacques Mbadou, veut être près de ses administrés. Et à cet effet, un important lot d'une trentaine de véhicules marque Prado a été remis au cours d'une grande cérémonie aux ministres provinciaux avec le concours d'une jeune société congolaise, M-Auto, spécialisée dans l'achat des ventes automobiles. Flambant neuf, c'est l'état de véhicule Land Cruiser Prado remis au gouvernement provincial du Bas-Congo par le gouverneur Jacques Mbadou. Ces outils de mobilité pour le membre du gouvernement de cette province sont un moyen de rapprocher les administrateurs des administrés. Une dotation d'exception et de responsabilité pour le bénéficiaire. Un instrument de travail qui nous permet d'aller partout dans la province pour palper du doigt là où se posent les problèmes et donner les solutions. Comme lui-même aime à le dire, lui le gouverneur, désormais, nous avons les outils de notre travail réel comme ministre. Il faudrait surtout saluer l'esprit managérial du gouverneur Jacques Mbadou qui a réussi à obtenir un crédit bancaire ayant permis l'achat de ces 10 véhicules. Un geste de grande envergure puisqu'il relaie la vision de la haute hiérarchie du pays, de toujours mettre le Congo en avant. Mais le plus important, c'est de servir le Congo. Comme l'a dit le chef de l'État dans son discours de clôture de la concertation, la vision est à l'unité et la vision ne veut pas qu'on parle tribal, mais qu'on parle résultat. Les voitures sont fournies par la société M-Auto, qui est une jeune entreprise congolaise spécialisée en automobile. Cette première commande de 30 véhicules témoigne du sérieux de cette jeune société dont le dynamisme rappelle le message du président de la République à tous les Congolais de se prendre en charge. Et puis une migration bien gérée contribue au développement du pays et du migrant. Voilà qui justifie d'ailleurs la tenue du Forum national sur la migration et le développement République démocratique du Congo, des assises organisées pour la facilité intra-ACP pour les migrants et financées ainsi par le Fonds européen de développement. C'est un reportage signé Patricia Panzo. La République démocratique du Congo accueille le premier Forum national sur la migration et le développement. Une rencontre importante car la RDC est un grand pays d'émigration et d'immigration. Ce forum, organisé par la Facilité intra-ACP pour les migrations, est un cadre d'échange et de renforcement des capacités des participants. En plus, une politique migratoire nationale sera mise sur pied. Il servira ainsi de cadre d'orientation des institutions qui œuvrent dans la thématique de migration et développement RDC. Le Forum national sur la migration et le développement sert de point de départ pour l'atteinte de plusieurs résultats, notamment la présentation du document de politique nationale migratoire, avec pour but de faire prendre connaissance du dit document par tous les acteurs du domaine au niveau national, dans le but de les faire enrichir.
Il est important pour la République démocratique du Congo de mieux connaître et de capitaliser les effets de la migration sur son développement en sachant les nombres des étrangers qui sont sur son territoire. Quel est le profil de ces étrangers-là? Qu'est-ce qu'ils mènent comme activité? Dans quel secteur est-ce qu'ils s'investissent et qu'est-ce qu'ils apportent comme plus-value au niveau de l'économie du pays? Que l'on puisse savoir aussi au niveau de la République démocratique du Congo, combien de Congolais vivent à l'étranger, quel est leur profil pour que le développement du pays puisse effectivement être propulsé avec la contribution tant de la diaspora que des étrangers qui vivent sur le sol congolais. Merci. Car une migration bien gérée dans un cadre légal et administratif contribue au développement du pays. La RDC aujourd'hui, les Congolais se plaignent du fait que beaucoup d'étrangers interviennent dans les petits commerces. C'est une conséquence de la gestion excusez-moi les termes, d'une gestion non adéquate de la migration. Le Forum national sur la migration et le développement RDC, qui s'est ouvert ce 29, se clôturera ce 30 octobre. Et puis sachez que le gouvernement de la République met tout en œuvre pour restaurer le secteur urbain dans le pays, et cela en vue d'éviter des effondrements à répétition des bâtisses construites sans tenir compte des normes urbanistiques. C'est ce qui ressort, c'est ce qui explique la descente effectuée par le ministre en charge de l'urbanisme et habitat Fridolin Kaswechi en compagnie de son collègue des affaires foncières au quartier Bon Marché dans la commune de Barumbu, où un immeuble de 3 étages menace de s'écrouler dès ce lundi. Élisée Bilunda. Aussitôt sorti de la réunion du Conseil de ministres du lundi 28 octobre, le ministre en charge de l'urbanisme et habitat et son collègue des affaires foncières se rendent directement au quartier Bon Marché dans la commune de Barumbu. Fridolin Kaswechi Musoka et Robert Mbwinga veulent voir de leurs propres yeux cet immeuble de 3 étages qui a menacé de s'écrouler dans la matinée, semant la terreur dans tous les voisinages. Le ministre des Affaires foncières et son collègue de l'urbanisme et habitat se disent révoltés devant l'incivisme de ce compatriote qui, pour son propre gain, a mis en danger les populations avoisinantes. Le gouvernement ne peut tolérer ce genre de comportement, martèle Robert Mbwinga. Des mesures urgentes seront prises avant que le pire n'arrive. Ces bâtiments, le monsieur est en train de les construire sans autorisation de bâtir et il ne respecte aucune norme. Nous allons intervenir avec les services spécialisés pour faire descendre ces bâtiments, le démolir sans qu'ils ne puissent créer des dégâts par rapport aux voisins et par rapport à l'environnement. Le même avis est partagé par Fridolin Kaswechi Musoka. Le ministre insiste sur la sensibilisation de population contre les constructions anarchiques. À ce titre, une campagne passe à travers les médias, initiée par les ministères des Affaires foncières, celui de l'urbanisme et habitat, ainsi que l'hôtel des villes pour prévenir des cas comme celui-ci. Pour nous, avec toutes les réformes qui ont été engagées, il est plus question d'abord de responsabiliser la population, l'interpeller, comme le chef de l'État nous l'a encore rappelé. Tout ce qui nous arrive, c'est une question d'abord des responsabilités personnelles et bien sûr collectives. Il y a des normes qu'on doit respecter pour construire un immeuble qui tiennent compte non seulement du fait qu'il faille respecter la quiétude des voisins, mais aussi la stabilité. Et juste après cette visite, dans la soirée, les 2 membres du gouvernement ont présidé une réunion d'urgence à l'hôtel des villes en compagnie du vice-gouverneur Clément Bafiba. Parmi les résolutions, répertorier toutes les bâtisses en érection à travers la capitale. Pour celles qui ne répondent pas aux normes, la seule solution reste la démolition. Et c'est ce mardi que l'honorable député élu de Kolosi dans le Katonga, Patrick Kakwata, a donc fait la restitution de son séjour aux États-Unis d'Amérique pour une formation axée sur la bonne gouvernance. C'était cet avant-midi au Centre culturel américain. C'est un reportage signé Christian Elongo. Pour une expérience de plusieurs semaines passées aux États-Unis, il était important pour l'élu de Kolosi de faire la restitution de son séjour axé sur une formation. Formation sur la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption à tous les niveaux, la lutte contre les conflits d'intérêts ou encore l'achat de conscience.
l'homme politique lui-même puisse se sentir interpellé pour travailler pour le bien-être de la République et non pas voir son propre ventre ou voir sa famille, mais qu'il voie au moins la patrie, la République démocratique du Congo et la lutte contre la corruption, les concussions et l'enrichissement illicite. Autre effet marquant pour le député Patrick Akwata au cours de son séjour, l'amour des Américains à l'Amérique, l'amour de l'Américain envers son compatriote. Oui, le grand message que je veux faire passer d'abord, c'est avoir de l'amour de la patrie. Et l'amour de la patrie, interpeller tout un chacun qui puisse savoir ses droits et ses devoirs. Bonne expérience, d'autant plus que l'honorable Kakwata soutient la décision du chef de l'État qui, au cours de son discours du 23 octobre dernier, a annoncé la nomination du conseiller spécial chargé de monitoring pour lutter contre la corruption en RDC. Et en page sportive, sachez que le comité de gestion de la Fédération congolaise de football association a tenu un point de presse ce mardi en son siège situé dans la commune de la Gombe. 4 grandes lignes étaient à l'ordre du jour, à savoir l'organisation de la CAN des moins de 23 ans pour 2015, la défection des athlètes congolais au 7e jeu de la francophonie en France, enfin la sanction contre Lupopo en cas de persistance à sa non-participation à la Linafoot saison 2013-2014. 4 mois après avoir tenu son assemblée générale élective à Kindu, dont le président actuel de la Fédération congolaise de football association a été réélu à la tête de cette entité, le comité de gestion de la FECOFA a tenu un point de presse ce mardi. L'organisation de la CAN 2015 était l'un des points phares de cet entretien. L'organisation du championnat d'Afrique de moins de 23 ans, lequel championnat d'Afrique donnera issue à la représentation de l'Afrique aux Jeux Olympiques du Brésil de 2007. Quant à Saint-Éloi Lupopo de la capitale du cuivre qui menace de ne pas prendre part au championnat de la Ligue nationale de football, la FECOFA promet des sanctions. Un nouveau club, il commence où? Il commence directement en première division. Il commence à la 3e division. Donc allez, prenez le temps de lire le règlement généraux sportif, comment est-ce qu'un club accède à nos compétitions. Commencez par lire le règlement généraux sportif de la fédération. Comment est-ce qu'un club s'inscrit, commence où? Parce que dès lors que vous quittez la Linafoot, dès lors que vous quittez de votre propre chef, ça signifie que vous êtes considéré comme un nouveau club. Et ce nouveau club, vous allez vous inscrire où? Ce n'est pas à la première division, vous vous inscrivez à la 3e division. Ça découle, c'est une conséquence. Vous n'allez pas me dire que c'est conformément à l'article tel. Un nouveau club, c'est conformément à quel article? Lisez le règlement général sportif, chef. Concernant la défection des athlètes congolais aux Jeux de la francophonie qui ont eu lieu à Nice en France, Constant Omari affirme avoir saisi la FIFA. Ça signifie quoi? Et de la culture dans ce journal, le festival des jeunes femmes de l'Afrique australe s'est ouvert ce week-end à Kinshasa, un moment d'échange de culture et d'expérience en vue d'un plaidoyer pour le bien-être de la femme. Cette rencontre se présente comme une véritable tribune d'échange, une occasion d'ailleurs pour la RDC plongée dans l'instabilité dans sa partie est de se prononcer. La ministre du Genre, Famille et Enfants était également de la partie. C'est parti pour le festival de jeunes femmes de la SADC. Un espace d'échange d'expériences vécues en matière de femmes et aussi et surtout des cultures. La 4e édition qui arrive au moment opportun en République démocratique du Congo, pays en proie des conflits armés dans sa partie est, avec comme victime la femme et la jeune fille. La situation de guerre qui traverse notre pays a été relevée tout à l'heure. Et je voudrais vous dire que vous visitez la République démocratique du Congo pendant qu'une partie de ces provinces est encore en proie à une guerre. Les victimes sont les femmes, les jeunes filles, parce qu'elles sont des objets sexuels. Je pense qu'à travers votre voix, auprès de vos gouvernements respectifs, vous allez porter le message de paix des femmes et des filles de la République démocratique du Congo. Notre sous-région doit vivre en paix et partout. Soyez les ambassadeurs et les ambassadrices de paix auprès de vos États pour que cessent définitivement ces conflits armés en République démocratique du Congo. Un
rendez-vous donc à maximiser avec différentes contributions. Je loue cette initiative. C'est important de réunir les femmes des différents pays afin qu'elles se mettent ensemble pour échanger sur les réalités de leur pays, pour trouver des voies et moyens pour sortir des crises. Que ce soit au Malawi ou dans beaucoup d'autres pays africains, les gens échangent, discutent et participent au développement des pays. 4 jours durant, Kinshasa vibre au rythme de la représentativité visuelle des différentes nations, notamment à travers la créativité et l'imagination. Et avant de nous séparer, je vous l'annoncer, la grande actualité de la semaine reste dominée donc par la prise de Rumangabo. C'est un véritable héros donc que les éléments des FARDC ont été accueillis à Kiwanja dans le nord Kivu. Ce sont bien les bruits des bottes donc des FARDC qui se font entendre depuis ce lundi après que les forces armées congolaises aient lancé une contre-offensive foudroyante depuis le début de cette semaine dans les camps occupés par le M23 dans cette partie du pays. La ville est désormais sous contrôle de l'armée congolaise. Une après l'autre, l'armée congolaise reprend donc les positions occupées depuis plus d'une année par le mouvement rebelle dans l'est de la RDC, appuyé par les éléments de la brigade d'intervention des Nations Unies. Les FARDC ont successivement repris le contrôle de Kibumba, ancien poste avancé de l'armée avant la prise de Goma en novembre 2012, puis Kiwanja et Rutshuru, centre, avant de chasser les rebelles ce lundi de la base militaire stratégique de Rumangabo, comme vous pouvez le voir d'ailleurs sur ces images situées à environ 50 km de la ville de Goma. Toutefois, les FARDC comptent poursuivre leur contre-offensive jusqu'à Bunagana, situé à la frontière ougandaise et qui est d'ailleurs le fief de la rébellion. Et c'est par ici que nous mettons terme à cette édition d'actualité. Mesdames et messieurs, ne manquez pas également de suivre l'actualité en continu sur notre site internet www.bone-tv.com. Merci de nous suivre à Kolwezi dans le Katanga.